Nous ne sommes pas ce que les gens veulent que nous soyons. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes tous des Congolais et la plupart d'entre nous sont des enfants de réfugiés et d'autres sont des réfugiés. Nous sommes cette partie des Congolais qui ont été discriminés et que certains politiques congolais veulent faire passer pour des étrangers et même pour des Rwandais. Parce que tout simplement, ces politiciens congolais surfent sur des antivaleurs dont la discrimination, la persécution des personnes à cause de leur morphologie, à cause de leur faciès. Et voilà pourquoi ils nous traitent de tout ce qu'ils veulent nous traiter. Mais nous sommes tous des Congolais, nous militons pour nos droits à la survie, nous militons pour nos droits de citoyenneté, que nous voulons que tout le monde le respecte. Nous militons pour la refondation de notre pays parce que nous pensons que l'État congolais n'existe pas. S'il existe sur papier, il existe. Il n'existe pas dans les faits, dans la réalité de nos populations. Parce que la manière dont le pays est gouverné, ça montre à suffisance que les gouvernants qui sont là ont démissionné par rapport à leurs obligations de résoudre les problèmes des sociétés. Voilà, nous sommes une réponse à cela. Nous voulons que notre pays puisse être parmi les pays du monde qui existent réellement et qui jouent leur rôle comme il se doit. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes nés, au fait, de cette discrimination-là, depuis des années de l'indépendance, où certains ont voulu faire de nous des étrangers, certains d'entre nous des étrangers, et à la suite de cette idéologie négative qu'on a voulu implanter dans les Congolais, certains ont voulu capitaliser sur ça pour se hisser à la tête du pays, pour en faire une cause de propagande politique, afin qu'ils accèdent au pouvoir. Et en 2006, nous avons décidé de nous assumer, comme CNDP d'abord, et pour demander à ce que cette politique de discrimination puisse cesser. Et ensuite, nous avons signé un accord avec le gouvernement de Kinshasa, qui s'appelait l'accord du 23 mars 2009, je crois que tout le monde le connaît. Et lorsque le gouvernement de Kinshasa a refusé de mettre en œuvre cet accord, qui nous amenait la paix chez nous, qui nous ramenait les réfugiés, qui créait des conditions de paix dans notre pays, et pour tout le monde, eh bien, nous avons décidé carrément de revendiquer la mise en œuvre ou le respect de cet accord. Et c'est ainsi que nous nous sommes appelés Mouvement du 23 mars, donc un mouvement qui est né de cette revendication du respect des accords du 23 mars. Voilà ce que nous sommes, et depuis lors, nous nous battons pour que les droits des citoyens qui sont persécutés, qui sont discriminés, qui sont mis à l'écart, qu'on veut faire des apatrides ou des citoyens de notre pays, que ces droits-là soient respectés, mais qu'aussi que nous puissions refonder le pays en instaurant une gouvernance qui peut être en mesure de gérer les problèmes des citoyens et de créer un avenir pour les Congolais. Bien, c'est des questions d'incapacité politique à répondre aux besoins réels de notre société. Alors, pour pouvoir rester au pouvoir, il se fabrique un bouc émissaire, il se fabrique un ennemi commun aux Congolais, et qu'on appelle aujourd'hui le Rwanda ou le Munyarwanda. Le Munyarwanda est perçu dans une certaine classe politique congolaise comme étant l'ennemi du Congolais. C'est un ennemi fabriqué, juste pour justifier l'incapacité des autorités à répondre au fait, aux besoins de la société, aux problèmes.
part avant 2019. Parce qu'avant 2019, nous avons eu suffisamment de contacts avec le parti politique de l'opposition, les partis principaux de l'opposition, qui s'appelait UDPS à l'époque. Et nous échangeons des stratégies, nous échangeons également les cahiers des charges. Et à un certain moment même, nous avons commencé à réfléchir comment cheminer ensemble. Ça, c'est avant 2019. Et tout cela se faisait donc de manière tout à fait secrète. En 2019, l'UDPS est arrivé au pouvoir avec M. Tshisekedi. Et nous avons pensé que c'était une opportunité pour nous de pouvoir finalement faire ce que nous avons toujours rêvé faire pour notre pays, c'est-à-dire refonder l'État congolais. Et au-delà de la refondation des problèmes, enfin de l'État congolais, nous disions que nous allions également nous pencher sur la question de la sécurité à l'est du pays, la question de la pacification de l'est du pays, la question des réfugiés. Et nous avons écrit au président Tshisekedi pour lui rappeler au fait nos relations anciennes, mais pour lui dire aussi que nous lui apportions notre soutien, d'autant plus que nous avions confiance en lui et que nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Et nous lui avons dit que nous étions sur le sol congolais, et parce que vous savez qu'en 2019, nous étions fatigués de rester en refuge. Nous sommes rentrés sur le sol congolais et pour pouvoir y attendre notre intégration. Et malheureusement, ça a traîné jusqu'en 2019. Et donc, nous lui avons dit, voilà, nous sommes là et nous voulons vous apporter le soutien nécessaire par rapport à votre programme de sécurisation de l'est du pays et de pacification de cette partie, ainsi que de retour des réfugiés. Et il n'y avait jamais répondu. Nous avons écrit autour de 3-4 correspondances qui attendaient toujours des réponses, mais qui étaient reçues au niveau de la présidence de la République. Alors, nous avons décidé finalement, vers l'année 2020, d'y envoyer une délégation pour qu'ils prennent contact avec les autorités du pays. La délégation est partie, arrivée à Kinshasa. Eh bien, nous avons dit aux autorités que nous venions pour nous rendre sans condition. Nous allons faire une reddition sans condition. Et parce que nous étions prêts à soutenir le programme de pacification du chef de l'État. Bon, finalement, à Kinshasa, on va dire le ministre de l'Intérieur va nous dire qu'il allait saisir le chef de l'État, ce qui a été fait. Et le chef de l'État va nous répondre en disant non, vous, je vous connais très bien, je connais votre capacité, je connais votre sérieux et je connais aussi vos problèmes. Je sais que vous pouvez m'aider dans le programme de pacification de l'est du pays. Et que je voudrais qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un plan de sécurisation de l'est du pays en créant des brigades qui peuvent intervenir de manière rapide et ponctuelle dans certaines parties de l'est du pays pour résoudre des problèmes qui s'y posent. Ben, nous lui avons dit que nous étions disposés parce que nous sommes des citoyens de ce pays et que nous allions participer à cette force-là, mais que nous souhaiterions aussi que lui, il nous porte, nous, avec nos problèmes. Et nos problèmes étaient d'ordre de sécurité dans notre propre pays, mais aussi nos problèmes étaient la question des réfugiés. Nous avons des parents qui sont dans les camps de réfugiés, que nous voulons, nous nous battons depuis des années pour qu'ils reviennent au pays, et que nous souhaiterions qu'ils nous aident aussi à ramener nos parents au pays. Ce qui a été accepté par lui sans problème. Et alors nous avons commencé à travailler sur le projet. Nous avons finalisé 14 mois après. Et il nous dira, bon, comme le projet est déjà fin prêt, vous pouvez rentrer dans votre base. Et je suis en train de chercher les moyens pour mettre en œuvre le programme. Nous allons rentrer dans notre base. À ce moment-là, nous étions sur les hauteurs de Sabignon. Et 2 semaines après, il va nous faire la guerre. Nous allons appeler Kinshasa pour dire, écoutez, vous nous faites la guerre, pourquoi? Il dit, non, non,
nous n'avons pas encore toute la maîtrise des unités des FARDC. Il y en a qui répondent encore à l'ordre de l'ancien président Joseph Kabila, mais nous allons les maîtriser. Cela va continuer un mois après, 2 mois. C'est ainsi que nous avons compris que non, apparemment ça devient sérieux. Et nous avons commencé à développer des mécanismes de nous défendre. Alors nous allons commencer à nous défendre, évidemment, et c'est cela qui a conduit à une guerre ouverte entre eux et nous. Et donc, voilà comment la guerre est partie. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est jamais terminée et nous avons été surpris de voir que, au fait, celui qui nous menait la guerre, c'est Tshisekedi lui-même. À l'époque, il nous disait que ce n'était pas lui, que c'était des unités qui répondaient de l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila. Mais après, lui-même a fini par assumer cela. C'est là où nous avons compris que c'est lui qui nous fait la guerre. Et voilà comment nous avons dit que nous étions en train de nous défendre depuis lors, mais tout en lui disant que ce que nous voulons, c'est le dialogue. Et tout est parti de là, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons jamais compris ce revirement-là, à quoi ça rime et qu'est-ce qui a justifié tout ça. Ce que nous avons constaté simplement, c'est que l'homme a assumé les actes ou l'action militaire de son armée. Il assume et il continue à l'assumer jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons pensé que c'est toujours cette politique-là, peut-être, des dirigeants congolais qui n'ont pas une pensée politique pour ce pays, qui n'ont pas été préparés pour diriger ce pays et qui voient, par exemple, leur échec dans tous les domaines de la vie du Congolais. Alors, ils se fabriquent un bouc émissaire et le meilleur bouc émissaire, c'est nous. À la différence que là où nous nous gérons, eh bien, nous faisons la différence. Parce que nous résolvons les problèmes de la société, de notre société. Mais lui, là où il gère, évidemment, c'est la jungle. Tout le monde le sait. Or, je dois vous dire que nous n'avons jamais eu comme objectif, l'objectif premier de notre lutte, de prendre des entités pour les contrôler et les gérer. Cela n'a jamais été notre objectif principal ou fondamental ou premier, s'il faut que je l'appelle ainsi. Nous avons hérité des situations dans des espaces où nous sommes allés par la faute du gouvernement, qui chaque fois utilise des espaces pour tirer sur nous. Et nous, la meilleure manière de nous défendre, c'est d'aller faire taire les armes à la source. C'est ainsi que, de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés à prendre des entités. Ouvira, c'était également la même chose. Nous étions un peu plus loin d'Ouvira. Nous croyions à un cessez-le-feu que nous avions signé à Doha. Et nous pensions que le régime de Kinshasa allait le respecter. Mais cela n'a jamais été le cas. Chaque fois qu'on se met d'accord sur une chose,
Et ce que nous décidons à Doha ne se répercute jamais sur le terrain. La réalité est différente toujours de ce que nous nous disons à Doha. Et toujours pas la faute du gouvernement, parce qu'il n'a jamais cessé de nous attaquer. Ce qui est arrivé à Kamagnola, c'est aussi dans cette même logique, où pendant que nous attendions le respect du cessez-le-feu, il commence à tirer sur nous et à vouloir nous prendre des espaces. Et nous nous sommes défendus jusqu'à aller nous retrouver dans Uvira. Mais je dois dire que Uvira, c'était un cas beaucoup plus particulier par rapport à toutes les autres entités. Parce qu'à Uvira, il y a eu une politique de persécution des personnes à cause de leur appartenance ethnique, à cause de leur faciès. Il y a eu des citoyens congolais qui ont été pris à partie, d'autres tués, et d'autres ont été même chassés de leur pays par des groupes, je veux dire, d'extrémistes bien organisés par le régime et bien protégés par le régime, que le régime appelle aujourd'hui des patriotes. C'est ce qu'on appelle les Wazalendo. C'est Wazalendo en Kiswahili, c'est un terme Kiswahili, mais qui signifie en français patriote. Ça signifie que le gouvernement de notre pays a fait des extrémistes haineux, des patriotes, des gens qui doivent servir de modèle. Et ces gens-là, lorsque nous les avons chassés dans le Nord Kivu et à Bukavu et dans d'autres parties du pays, sont allés se constituer en groupe militaro-politique à Uvira. Et ils ont eu un appui extérieur de l'armée burundaise qui les appuyait et qui les protégeait. Et même, ils sont allés au-delà d'Uvira. Ils ont pris des populations Banyamulenge en otage. Ils ont créé tout un blocus autour de Bulenge et où ils ont commencé à tuer des gens à petit feu, par la faim, pendant des mois. Il n'y avait plus rien qui entrait dans Mulenge, il n'y avait personne qui quittait Mulenge. Et ils ont commencé aussi à utiliser des drones pour massacrer les gens à l'intérieur de Mulenge. C'était une situation insupportable. Mais comme nous étions loin de Mulenge, il n'y avait pas moyen en une journée, en 2 jours, en une semaine, de faire mouvement vers Mulenge. Et puis, il y avait beaucoup d'obstacles sur la route. Et encore que nous étions sous le régime du cessez-le-feu. Et ça nous a pris du temps. Alors, lorsqu'ils nous ont attaqués, eh bien, nous avons dit, c'est une occasion pour nous, évidemment, de ramener aussi la paix dans cette partie du pays. C'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Uvira pour créer des conditions de vie pour tout le monde. Mettre fin au massacre, mettre fin à la politique de discrimination, mettre fin à la politique de haine ethnique, briser le blocus qui était autour de Minembwe et permettre aux populations de Minembwe de souffler un peu, de vivre encore une fois, parce que les gens mouraient tous les jours. Voilà pourquoi nous sommes allés là-bas.
Et je dois préciser ici que notre retrait de Uvira avait été demandé par l'État américain de manière directe à l'AFC M23 pour, d'après leur justification, pour permettre à ce qu'on reprenne les discussions à Doha. Nous avons dit que c'est vrai, il n'y a pas de problème, parce que pour nous, ce qui importe aujourd'hui, c'est la solution politique, ce n'est pas la solution militaire. Mais nous avons montré ce que nous avons déjà fait par le passé et comment ça s'était soldé. Par exemple, pour Walikale, nous avions fait une concession au nom de la paix. Et personne ne nous l'avait demandé, je dois préciser pour Walikale. Personne ne nous avait demandé. Mais nous avions fait une concession en disant, écoutez, ça pourrait nous permettre de créer des conditions de paix et aussi de créer une zone tampon qui ferait en sorte que nous ne nous battions pas, mais que nous allions discuter à Doha. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Les troupes gouvernementales sont venues, ils ont investi au Walikale et ils ont commencé à tirer sur nos soldats. Ils ont tué même des populations civiles qui croyaient avoir collaboré avec nous. Et nos soldats sont morts à cause de ça. Ils ont amené des drones qui tiraient sur nos militaires pendant que nos militaires se repliaient. Et nous avons dit que nous n'allons plus, et nous ne pouvons plus commettre la même erreur. Alors, nous avons dit aux Américains que ce que nous voulons maintenant, c'est qu'en nous retirant, nous voulons avoir une force neutre qui va garder nos populations, parce que vous savez, Uvira et ses environs, c'est plus d'1 million d'habitants, que vous ne pouvez pas abandonner comme ça là, sans sécurité, sans administration. Vous serez en train de créer une jungle. Et la jungle, vous savez ce que c'est. Le Congo, c'est déjà une jungle. Il ne faut pas non plus qu'on en rajoute. Alors, nous avons demandé aux Américains de disposer d'une force neutre, parce que la demande vient d'eux. Comme ça, nous savons que nos populations restent en sécurité, parce qu'il était inconcevable pour nous et inacceptable que les troupes gouvernementales, avec tout ce qu'ils ont fait à Uvira et dans les environs, reviennent pour refaire la même chose. Nous avons dit non. Et c'était ça la condition que nous avons posée en disant, écoutez, il faut qu'une force nette vienne. Bon, évidemment, entre le moment où nous avons quitté Uvira et le moment où la force nette doit venir, évidemment, il y a un temps. Et c'est ce temps-là qu'il faut gérer, que nous tous, nous devons gérer. Entre-temps, la force nette, parce que vous avez posé la question, la force nette, elle est où? C'est vrai qu'à l'époque, par exemple, en 2022, lorsque l'EAC est intervenu au Congo, et qu'on nous avait demandé de nous retirer, nous avions remis nos espaces à la force nette de l'EAC. Et qui les a pris, qui a commencé à les gérer. Évidemment, par la suite, le gouvernement congolais est venu les investir, mais au moins nous savions que nous avions laissé ça à l'EAC. Si le gouvernement congolais ne l'avait pas compliqué, la force de l'EAC allait nous permettre au moins de rendre impossible la reprise des hostilités et de poursuivre le dialogue et de le conclure. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait déjà tout conclu. Si jamais on avait une force comme celle-là, qui était restée sur le terrain et qui jouait sa mission comme il se devait. Je dis oui, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas faire appel à la force de l'EAC? Parce que c'est une force qui est toujours disponible. Et puis elle est à côté de nous. Et puis les pays de l'EAC sont concernés par la crise parce que c'est eux qui assument en quelque sorte les conséquences de guerre de l'Est du pays. C'est là où nos réfugiés sont dans des camps de réfugiés. C'est eux qui accueillent tous les Congolais qui fuient leur pays à cause de la mauvaise gouvernance. Alors donc, ils peuvent facilement nous aider à sécuriser Uvira, par exemple, et permettre à ce que les dialogues se poursuivent, même si Kinshasa est opposé à la possibilité de la zone tampon, à la possibilité d'une force d'interposition. Mais nous pensons que pour Uvira, cela est possible.
Bien, vous savez, les gens veulent faire une différence entre les FDLR et les FARDC. Moi, je dois vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que il n'y a pas d'FDLR, il n'y a pas de FARDC. Ils sont tous les mêmes. Ils travaillent ensemble. Là où on dit que les FDLR ont tué, en réalité, ce sont les alliés des FARDC. Ils travaillent ensemble, ils sont toujours ensemble, ils opèrent ensemble. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où il y a seulement les FDLR, où il n'y a pas les FARDC. Il n'y a pas un endroit où il y a les FARDC sans les FDLR. Ils sont toujours ensemble. Et déjà, les FDLR se sont donné le luxe même de porter des noms congolais pour camoufler leur identité dans l'armée congolaise. Donc, les massacres qu'il y a eu à Walikale, ce sont les massacres des forces gouvernementales, c'est-à-dire de cette coalition gouvernementale qui est constituée des FARDC, des FDLR, des Wazalendo, qu'on appelle les patriotes, à cause de leur haine contre des communautés congolaises, mais il y a également des mercenaires qui sont là et qui ont toujours été là. Et aussi, dans certains endroits maintenant, l'armée burundaise. Voilà la coalition qui tue à Walikale. Ce n'est pas seulement les FDL, c'est tous ensemble qu'ils opèrent. Et si nous décidons de protéger nos populations contre ces massacres, évidemment, on nous traite, nous, des étrangers, parce que, bon, c'est la formule qui a toujours marché lorsqu'il y a des citoyens qui refusent de se soumettre à l'oppression. D'abord, je dois vous dire que la guerre que nous menons, c'est une guerre où il n'y a pas de ligne de front. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas me dire que voilà, les M23, leur position est celle-ci et les FARDC, c'est celle-là. Il n'y a pas de ligne de front. Ça, c'est... Donc, je ne peux pas vous dire que nous allons nous retirer jusqu'à tel endroit, que nos forces seront à tel endroit, et c'est des FARDC à un autre endroit. Il y a d'abord, parce que c'est des questions purement militaires, et vous savez que les questions militaires sont frappées de confidentialité, mais aussi parce que la réalité sur le terrain fait que nous pouvons être à des endroits où nous sommes, par exemple, encerclés par les FARDC, où nous sommes dans une position qui n'est pas très loin d'une position FARDC. Et alors à ce moment-là, lorsque nous disons que nous sommes à tel endroit, évidemment nous exposons nos troupes. Mais ce que nous avons fait, nous avons quitté Uvira. Ça au moins je dois vous dire, et nous avons pris des positions qui nous permettent de continuer à défendre toute notre zone où nous pensons qu'il y a des populations menacées. Voilà ce que nous pouvons dire, répondre par rapport à cette question au stade actuel. Mais, et tout cela aussi, c'est en attendant que la force neutre puisse arriver. D'abord, nous croyons à une solution politique et nous pensons que c'est la seule qui vaut. La solution militaire ne peut pas être définitive. Et la solution politique passe par le dialogue, comme celui que nous avons actuellement à Doha. La seule insuffisance de Doha, c'est que le partenaire avec lequel nous parlons n'a aucune volonté politique pour régler politiquement le conflit. Lorsque nous nous mettons d'accord sur une chose, il dit autre chose à sa population. Lorsque nous disons cesser le feu, il continue la guerre, il n'a jamais arrêté la guerre. Lorsque nous nous mettons sur la table des négociations, il nous envoie des gens sans mandat pour venir négocier avec nous. Et lorsqu'il faut nous accorder sur une virgule, sur un point, sa délégation n'a aucun pouvoir de décider. Il faut chercher M. Tshisekedi, là où il est dans les Nganda, dans les boîtes de nuit, pour obtenir son aval. Et ça pose problème. Mais pour nous, la vraie solution, c'est une solution politique qui passe par le dialogue. Et nous nous disons que si M. Tshisekedi continue à compromettre le dialogue,
Nous allons le faire avec d'autres Congolais et nous allons nous assumer. Parce que Tshisekedi, c'est vrai. Il est une partie du problème, il faut parler avec lui. Mais s'il n'y a pas de bonne volonté de lui, il n'est pas plus Congolais que tous les autres Congolais. Donc nous pouvons nous mettre ensemble avec d'autres Congolais et décider de l'avenir de notre pays et décider des solutions aux causes profondes des conflits dans l'est du pays. Bon, d'abord pour le Burundi, je me dis que nous l'attendions moins dans ces conflits-ci. Parce que nous avons eu personnellement des entretiens avec le président burundais sur la crise de l'est du pays, qu'il comprend très bien. Et ça, c'était en 2022. Je suis allé au Burundi, invité par lui, par le président burundais, où nous avons discuté des problèmes de l'est du pays. Il les comprend très bien. D'ailleurs, à un certain moment, il m'a dit « Votre lutte ressemble à celle du FDD-CNDD ». C'est ce qu'il m'a dit. Alors, il m'a confirmé qu'il allait œuvrer pour que M. Tshisekedi comprenne que la solution n'est pas militaire, mais elle est politique. Et à ce moment-là, il était président de la communauté d'Afrique de l'Est. Et il nous a fait beaucoup de promesses. Et son pays participait à la force de l'EAC sur le terrain. Mais à un certain moment, nous avons constaté que son pays, que ses militaires, les militaires burundais qui étaient jusque dans le Massissi et dans une partie de Rutshuru, commençaient déjà à prendre part au combat. Mais avant cela, ce sont les militaires burundais qui ont facilité la prise par les groupes armés, notamment les FDLR et les Wazalendo, ainsi que la force gouvernementale, la prise de contrôle de l'espace que nous avons laissé sous la gestion de l'EAC. Et ça a commencé à nous inquiéter. Je suis rentré au Burundi pour rencontrer le président burundais pour lui dire, écoutez, ce que nous constatons sur le terrain est en contradiction avec la mission de la force de l'EAC, en ce qui concerne les contingents burundais. Il m'a dit, non, c'est faux, amenez-moi des preuves. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons capturé des soldats burundais. Mais le Burundi est resté dans sa position. Je crois qu'à ce moment-là, nous les avons fait passer sur les médias. Nous avons recontacté les autorités burundaises pour dire, écoutez, vos citoyens ont été capturés sur les champs de bataille. Ils nous ont dit, c'est des soldats comme tous les autres, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et ça nous a peiné. Mais nous avons compris par cela que le Burundi assumait sa nouvelle posture par rapport à nous. Et à un certain moment, on croyait que le Burundi était là, peut-être pour comprendre, parce que c'est ça les explications qui avaient été données plus tard, qu'ils étaient là pour rechercher leurs opposants, les raids de Tabara, les Forebou et autres. Nous nous sommes dit, mais ces gens-là, est-ce qu'ils sont dans les Massissi? Est-ce qu'ils sont dans les Rutshuru? On ne les avait jamais vus. Et moi, je peux vous dire que depuis que je suis dans notre lutte, je n'ai jamais croisé quelqu'un qu'on me présente comme étant un soldat de Forebou ou de Red Tabara. Jusqu'au temps actuel. Je n'ai jamais vu l'armée burundaise vous dire qu'il a capturé un combattant de Forebou ou de Red Tabara, comme ils le disent. Par contre, ce que je constate, c'est que je les vois sur les champs de bataille en train de combattre nos militaires. Alors, et c'est cela qui nous peine, parce que le président burundais est celui qui croyait à une solution politique. Mais il se retrouve en train de combattre aux côtés de ceux qui nous créent des problèmes dans la région. Les FDLR. Mais sur le plan international, ils sont condamnés, ils sont poursuivis.
Mais comment un pays peut se rallier aux FDLR? Les Ouazalendo, mais c'est des criminels. On ne comprend pas. Finalement, dans quoi le Burundi est? Pourquoi il est engagé sur le terrain congolais? On ne l'a jamais compris. Mais, curieusement, ils se battent avec leur toute dernière énergie, où ils envoient des brigades sur le terrain pour venir nous combattre. Nous n'avons jamais compris. Chaque fois, nous passons le message au Burundi en disant, écoutez, nous n'avons aucune prétention territoriale ou politique sur le Burundi. Nous ne sommes pas inscrits dans l'option du changement du régime au Burundi. Ça n'a jamais, parce que le Burundi, c'est un pays, c'est un peuple frère. Et nous pensons que nous avons un avenir avec le Burundi, un avenir radieux, et non pas un avenir de guerre et de conflit. Voilà. Donc, jusqu'au stade actuel, nous continuons à envoyer des messages positifs au Burundi, mais nous n'avons jamais compris pourquoi le Burundi s'entête à nous combattre aux côtés de tous ces criminels de guerre, y compris même M. Tshisekedi, qu'il devait lui amener sur la table des négociations avec lui, mais par contre il appuie dans la guerre. C'est des contradictions que nous n'avons jamais réussi à concilier. Non. Je ne pense pas que ce que nous faisons peut se transformer en une guerre régionale. Nous ne sommes pas dans cette option-là. Nous préférons, c'est pourquoi nous évitons chaque fois que le Burundi tire sur nous. Nous étions à Kamanyola, par exemple. L'armée burundaise a tiré sur nos positions à partir du Burundi, à partir des 2-3 collines du Burundi, où ils ont installé des armes, des canons à longue portée, et ont commencé à pilonner nos positions. Ils ont pilonné les églises, les écoles, les habitations civiles. Ils ont pilonné nos citoyens qui sont morts. Dans l'espace où nous étions, nos soldats sont morts sur les champs de bataille par les tirs des Burundais. Mais nous avons décidé de ne jamais répondre. Parce que nous avions compris les jeux auxquels la coalition jouait. C'était de nous amener à répondre pour transformer la guerre en une guerre régionale. Nous avons accepté de subir, nous avons accepté que nos soldats meurent par les tirs qui venaient du Burundi. Nous avons accepté que nos citoyens meurent par les tirs qui venaient du Burundi sans répondre. Parce que nous voulions éviter une guerre régionale et c'est le sacrifice que nous devions payer malheureusement pour éviter la régionalisation du conflit.
malheureusement. Je dois vous dire aussi ici la vérité. La vérité, c'est que Kinshasa n'a jamais changé sa position. Kinshasa n'est jamais venu à Doha, en réalité, pour négocier. Si Kinshasa est physiquement à Doha, mais mentalement, il n'y est pas. Politiquement, il n'y est pas. Pour des faits que je vais vous relater. D'abord, la première chose, Kinshasa est venu à Doha pendant que le président de la République disait lui-même qu'il ne se retrouverait jamais en face de nous. Or, nous étions à Doha avec sa délégation. Deuxième fait, la délégation qui est venue n'était pas constituée par des décideurs, des gens qui engagent directement le gouvernement congolais. Kinshasa était représenté par des agents de renseignement qui étaient dans leur mission traditionnelle de chercher les informations. Troisièmement, ces personnes qui sont venues ne sont porteurs d'aucun mandat qui leur donne le pouvoir de négocier pour le compte du gouvernement congolais. Et vous savez que dans des négociations, lorsque les partis se rencontrent pour la première fois, les pratiques dans ce genre d'exercice font que l'on échange les mandats. Nous n'avons jamais échangé les mandats avec la délégation gouvernementale. Et chaque fois que nous avons posé le problème du mandat et que la médiation pose les mêmes problèmes à Kinshasa, eh bien Kinshasa lui répond, et ça, ce n'est pas le canal du chef de l'État, qui l'appelle, qui dit au président ou à l'émir qatari, il lui dit, écoutez, la délégation a le mandat. C'est-à-dire c'est un mandat verbal, mais pas écrit, que nous ne pouvons pas prouver. Et la personne qui dirige la délégation et qui a signé avec nous les accords, mais ce n'est qu'un simple conseiller du chef de l'État qui n'engage aucune institution du pays, qui n'est porteur d'aucun mandat de cette institution-là. Ça signifie que demain ou après-demain, cette personne peut être reniée, sa signature peut être reniée, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous posez la question au Premier ministre congolais, vous lui dites, écoutez, vous vous êtes engagé avec l'ASM 23 sur telle ou telle autre question. Il risque de vous dire qu'il ne connaît rien, qu'il n'a mandaté personne pour le compte du gouvernement. Tshisekedi même, quelle est la signature? Et encore que Tshisekedi lui-même, bien qu'il mettrait sa signature sur un mandat, c'est quelqu'un qui se rebiffe à tout moment. Donc, nous avons un partenaire qui est là, mais qui n'est pas engagé par ce que nous signons. Et la preuve, c'est que tout ce que nous signons n'a aucun impact sur le terrain, aucune répercussion, ne change rien par rapport à la réalité militaire sur le terrain. Et même au-delà, nous avons signé un protocole sur la libération des prisonniers. Mais ce protocole n'a jamais été respecté. Nous avons libéré plus de 1382 prisonniers de guerre, des militaires, FARDC, Ouazalendo et des policiers. Mais eux ont libéré combien? Personne. Nous avons libéré plus de 400 à 500 mercenaires du gouvernement congolais. Ils ont libéré combien de nous? Personne. Et nous, ce que nous demandons qu'ils libèrent, ce ne sont pas nos soldats. Ce sont des citoyens congolais qu'ils ont arrêtés ici à Goma, ils ont arrêté à Bukavu à l'époque, à cause de leur faciès, les présentant comme étant nos collaborateurs. Donc encore que nous demandons la libération des personnes injustement arrêtées. Mais nous avons libéré des militaires qui ont tué les nôtres. Donc il n'y a pas de bonne volonté du côté de Kinshasa. Ils ne sont jamais engagés dans le processus de paix. M. Tshisekedi vous a dit que jamais il ne se mettrait d'accord avec nous sur la table de négociation. Jamais il se mettra sur la table de négociation avec nous. Eh bien, c'est ce qu'il fait dans la réalité des choses.
D'abord, je dois dire que c'est des protocoles qui nous permettent de faire face aux causes profondes des conflits. Il y a des protocoles qui sont liés d'abord aux deux accords que nous avons signés, notamment le cessez-le-feu, la libération des prisonniers. Il y a d'autres protocoles qui sont liés, par exemple, aux questions humanitaires, aux questions de la refondation de l'État, aux questions aussi de la gouvernance, parce qu'il faut que nous puissions faire face à la question de gouvernance, à la question des réfugiés et à la question de la sécurité de la refondation d'une armée, par exemple, mais également d'autres sont liés aux mécanismes transitoires de sécurisation de cette partie du pays pendant que nous serons en train de restaurer l'autorité de l'État. Donc, c'est des protocoles qui sont en quelque sorte des mécanismes et des solutions que nous voulons apporter aux causes profondes des conflits. Parce que c'est là où il y a le nez du problème. Le nez du problème, c'est justement les causes profondes des conflits qu'il faut régler. Et que donc, l'accord que nous avons signé a cadré la matière qui doit être traitée. Donc, les fonds du problème qui doit être traité. Et ces fonds du problème sont donc disposés dans ces protocoles-là. Bien, je continue à croire dans le processus de Doha comme un processus qui, à un certain moment, peut aboutir à une solution. Même si aujourd'hui, nous voyons que Kinshasa n'est pas très engagé, nous voyons que Kinshasa n'a pas la volonté, mais nous pensons qu'à un certain moment, la volonté de Kinshasa va être manifeste dans le processus. Et alors, à ce moment-là, eh bien, nous pourrions conclure bien ce processus. Et vous savez, Kinshasa continue à croire à la guerre. Il continue à croire aux armes qu'ils achètent. Il continue à croire aux mercenaires qu'il paye par-ci par-là, qu'il recrute par-ci par-là. Il continue à croire à ce qu'il appelle ses amis burundais qui vont l'aider à pouvoir nous chasser de notre pays. Mais nous disons, nous sommes des citoyens congolais. Et personne n'a le droit de nous dénier cela. Nous sommes congolais et nous resterons congolais. Nous avons le droit de nous battre pour notre citoyenneté. Nous avons le droit de nous battre pour nos droits. Nous avons le droit de participer à la reconstruction de notre pays. Nous avons le droit de participer à la résolution de nos problèmes. Et personne, ni les Burundais, ni Tshisekedi, ni quelqu'un d'autre ne pourrait nous enlever cela. Parce que nous avons assumé cela dans notre passé, nous l'assumons dans le présent, et nos enfants l'assumeront dans
Il faut dire d'abord que c'est des challenges que nous avons hérités du régime de Tshisekedi, qui a décidé d'affamer le peuple en fermant les banques, mais aussi en fermant les frontières, parce que pour lui, les importations qui sont faites au niveau des frontières que nous contrôlons ne valent rien. Ils ont été sortis du système et cela signifie qu'il a interdit à ce que ces espaces soient approvisionnés à partir de l'extérieur. Alors, par rapport aux banques, quand il ferme les banques, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il sanctionne le peuple, la population de cet espace. Parce que ce sont ces citoyens-là qui ont des comptes en banque, qui ont leur argent en banque et ils ne savent plus y accéder. En quelque sorte, M. Tshisekedi a fait un hold-up de l'argent de la population dans les banques. Il a braqué les banques de l'Est du pays. Parce que les informations que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de traces de l'argent de la population dans ces côtes-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'il décide de fermer les frontières, ça signifie qu'il décide de ne plus approvisionner la population. Sachant très bien qu'il a semé l'insécurité dans les milieux ruraux, à telle enseigne que les milieux ruraux ne produisent plus rien, il n'y a plus de champs, il n'y a plus d'élevage, et que maintenant nous commençons à vivre de l'extérieur, des produits extérieurs. Donc, en fermant les frontières ou en interdisant l'importation à partir des frontières de l'Est du pays, eh bien, il comptait affamer les populations comme il était en train d'affamer les populations de Minembwe. Il voulait nous affamer, nous tous, pour que nous puissions mourir à petit feu et jusqu'à ce que nous nous rendions à lui. Voilà le régime ou la gouvernance de M. Tshisekedi. Mais nous avons trouvé des solutions, ou nous sommes en train de trouver des solutions au fur et à mesure. D'abord, en ce qui concerne les importations, eh bien, il faut savoir que nous sommes tous africains. Ce ne sont pas tous les pays africains qui peuvent accepter cette politique de M. Tshisekedi. Les pays africains aujourd'hui, surtout les pays de l'Afrique de l'Est aujourd'hui, de qui nous dépendons aujourd'hui sur le plan à un certain moment alimentaire, où nous vivons en interdépendance, eh bien, n'ont pas accepté d'appliquer cette politique de M. Tshisekedi. À telle enseigne que la nourriture vient de l'extérieur et peut entrer ici. Parce qu'il s'agit des vies humaines qu'il faut sauver. Deuxièmement, nous avons mené notre propre politique à l'intérieur du pays en ramenant les déplacés qu'ils prenaient en otage dans la ville de Goma et autour de Goma, et qui sont des déplacés de guerre qui venaient de tous les villages de notre pays. Nous avons, de cette partie du pays, nous avons sécurisé leurs villages, nous y avons ramené la paix, et ça a facilité ces déplacés-là à rentrer dans leur village, et ce sont ces déplacés qui produisent aujourd'hui. Et je peux vous dire, la bonne nouvelle aujourd'hui, à la veille de Noël, nous avons une surproduction en produits alimentaires, ce qui a un impact sur les prix sur les marchés. Si un sac de pommes de terre coûtait, avant que nous rentrions dans la ville de Goma, il coûtait $130, et qu'aujourd'hui il coûte $25, c'est quand même un exploit. Et par rapport aux banques, bien que nous ne pouvons plus faciliter l'accès, parce que nous n'avons pas les moyens d'ouvrir les banques que M. Tshisekedi a fermées, et même si nous les ouvrions, mais nous ne pouvons plus accéder aux comptes parce que les comptes sont vides. Mais au moins nous avons créé, nous avons facilité la création de nouvelles banques ici à Goma et des microfinances qui sont en train de se créer par des compatriotes qui décident au fait de nous accompagner dans cette politique-là de faire en sorte que les banques rentrent dans le système commercial, dans notre espace.
Et ça se passe bien, c'est évidemment, le processus est assez lent, mais déjà, il y a les premières banques qui sont là et qui fonctionnent. Et qui participent également au soulagement de la misère de la population. Il y a des banques ici que j'ai vues qui ont la possibilité d'accorder des crédits par-ci par-là à des populations, et c'est déjà quelque chose. Il y a des microfinances également qui accordent des crédits aujourd'hui, et c'est déjà quelque chose, c'est déjà un débit, mais nous continuons à travailler pour développer davantage ce système-là qui va nous permettre de résoudre ces problèmes auxquels la population. Je suis... mais ça fait longtemps que j'ai regardé le football. Parce que pour nous, les loisirs, c'est un luxe pour le moment. Nous avons tellement de problèmes de notre société à résoudre que nous n'avons pas le temps de nous offrir un loisir comme celui-là. Mais nous pensons que, évidemment, les jours où nous terminerons les urgences que nous avons dans notre pays, le loisir viendra. Nous faisons face à un gouvernement qui s'est égaré dans les loisirs et qui a oublié l'essentiel. Mais le football, c'est tout le monde qui l'aime, mais pour le moment, pour nous, c'est un luxe. Editors na producers, iyo habayeho gukwiza icyaha cy'urwango, nibo bafite responsibility, nibo bakurikirana ubwa mbere. Erega nibyo ugiye mu nzu hano ukidoga ukavuga ubugome bwawe byo bivuga ntagire uguha ijambo byaguma mu nzu wawe, ariko noneho nguhaye mikoro nguhaye kwira uragira ukoze editing urangije no ngira ndagufata ahubwo nka wari munyabyaha kurusha na wa wundi rwose kuko ubihamanye ntubishyire mu ruhame nta kintu byatwara kumani wawe